Bonjour à tous et merci d'être venus ce soir pour, on va lancer le diaporama, découvrir cette architecture végétale. Alors l'architecture végétale, selon moi, en tout cas, qu'est-ce que c'est? C'est une architecture essentiellement composée de matière végétale, qu'elle soit sur sa forme inerte, comme ici, bois de structure ou un platelage, ou qu'elle soit sous sa forme vivante, comme ici, en parement de mur. Une première question qu'on pose souvent, est-ce que ces murs végétaux sont-ils une invention récente? Alors la réponse, elle est devant vous, elle est dans cette image. On voit Émilie dans son jardin, elle est assise sur une banquette qui est entièrement tapissée de camomille, sur les parties verticales et sur les parties horizontales. Et effectivement, non, les murs végétaux ne sont pas du tout une invention récente. On est ici en 1647 au Jardin des Hespérides à Ferrare et en Italie. Et on voit des jardiniers en train de s'affairer à la réalisation d'un mur végétal et à sa décoration avec des citrons. Et a priori pour une fête ou un événementiel. Donc on est exactement dans ce qui se fait aujourd'hui sur les bâtiments prestigieux. Et donc de tout temps, l'homme a coexisté avec la plante. Ça commence là, je crois, hein, un abri qui est formé par un buisson, qui est sculpté par le vent, par le phénomène d'anémomorphose. Voilà. Une version un petit peu plus évoluée, l'architecture vernaculaire. On a ramassé les pierres qui se trouvaient dans le champ autour et on a construit cette cabane de berger, cette borie. Et comme je le disais, depuis tout temps, l'homme et la plante entretiennent un compagnonnage et ça se retransmet, ça se retraduit sur les façades de nos immeubles, comme ici en Italie, à Sirmione, où on voit qu'on a installé ce bougainvillet magnifique sur la façade de ce bâtiment. Alors, un des dispositifs les plus simples et les plus classiques, c'est bien sûr la pergola, qui offre la possibilité d'avoir une transparence variable, hein, suivant les saisons. Elle peut être utilisée en verticale, on peut avoir des rideaux comme ça, qui se marient assez bien à l'architecture contemporaine, ou d'une manière un petit peu plus classique, comme sur ce kiosque à Venise. Et c'est cette architecture de jardin que nous connaissons tous. Alors, le végétal habite la ville. Ici, le rapport entre la voiture et le végétal est assez intéressant. On est en Suisse. Il est assez amusant de voir cette strate pavillonnaire recouvrir une strate de parking. Ou bien ici encore, au-dessus de cette station-service, un jardin a pris place sur le toit. Alors, voilà un mur végétal. C'est déjà une technique un petit peu plus évoluée. C'est d'ailleurs la technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis, encore plus évolué, un mur végétal à énergie positive, c'est-à-dire que c'est un mur végétal qui va produire de l'énergie et qui va donc générer aussi un chiffre d'affaires. Alors, je profite de cette diapositive pour vous dire que toutes les images que vous voyez à partir de maintenant sont évidemment des réalisations qui sortent des brevets ou bien de mon travail. Alors, ce travail, il a démarré à peu près vers le milieu des années 90 où j'ai eu l'idée de végétaliser des bâtiments, surtout à des fins paysagères. Comment intégrer un bâtiment à son environnement et notamment au paysage. L'idée que je portais à l'époque, c'était de recouvrir, pourquoi pas, de ronces ou de toutes les plantes dites rudérales, c'est-à-dire des plantes qui habitent les situations quasi verticales dans les talus, nos bâtiments. Mais ça n'était pas aussi simple que ça. Il a fallu passer par une étape de recherche. D'abord, la création d'un cahier de charges, des recherches normatives, on est sur des bâtiments. Puis ensuite, des études, des maquettes. Et pour aboutir à ceci, la création d'une green box qui est pour moi un pixel végétalisé. C'est une cassette qui contient du substrat et des plantes, qui est formée en V sur sa partie supérieure pour loger un tuyau d'irrigation. Et cette eau va percoler au travers du substrat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va absorber le bruit d'une manière très forte, très significative. 19 dBA, certification A4 au CSTB, le Centre des sciences et techniques du bâtiment. C'est le meilleur niveau de performance, si vous voulez, pour l'absorption acoustique. C'est aussi performant que les panneaux acoustiques que vous voyez ici dans cette salle et qui sont là pour absorber la réverbération. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va rafraîchir la température d'un mur exposé au soleil jusqu'à 15 degrés en moins. Donc on améliore le bilan thermique d'un bâtiment. Bien entendu, ces pixels sont tous interchangeables à l'échelle de l'unité. On peut donc les remplacer
que ce soit pour une réparation ou pour faire une animation. Et ça rentre dans la classification des murs manteaux, c'est-à-dire c'est un mur qui est un parement et qui ménage une lame d'air ventilée continue entre le mur support et le mur végétal. Ceci pour d'abord répondre à la loi de masse, ressort masse, qui est une loi acoustique qui permet d'absorber le bruit, et ensuite pour créer une ventilation naturelle entre les deux murs, et c'est ce qui va rafraîchir la température de ce mur exposé au soleil. Alors ensuite, comment ça marche? C'est très simple en fait. C'est un petit peu comme le point de croix. On va avoir un abscisse, un ordonnée, des coordonnées qui vont toutes indiquer une plante. Et ensuite, on va reporter ceci sur notre plan de travail, hein, un plan de calépinage d'un mur végétal. Ici, c'est le plan d'une fontaine à Toulouse. Et dresser le bordereau des végétaux. Alors tout ça se fait automatiquement par le biais d'un petit logiciel qui a été créé par les partenaires du CIRAD. Voilà en 3D ce que ça donne. Hein. Donc on a une juxtaposition de ces pixels sur une grille métallique. Et cette grille métallique, elle est même fixée au mur support, que ce soit un mur ossature bois ou un mur béton, par le biais d'une structure aluminium qui vient en interface entre les deux. Donc on l'a vu en 2D, on le voit en 3D. Maintenant on va le voir en 4D. Et la quatrième dimension, c'est le temps. Et c'est ce qui m'intéressait, moi, en tant qu'architecte, c'était de travailler avec le temps. C'est-à-dire qu'on est sur un matériau qui évolue en permanence. Il évolue au fur et à mesure des saisons, bien sûr, il y a une saisonnalité. Il évolue aussi dans le temps. Et ensuite, il faut savoir que les plantes vont naviguer dans le mur. On est sur un matériau qui est à l'opposé du statique. Il y a des plantes qui montent, il y a des plantes qui descendent, il y a des plantes qui apparaissent, il y a des plantes qui disparaissent. Et c'est ce que montre cette vidéo, qui est entièrement faite en image de synthèse. Chaque plante est en fait un logiciel qui intègre les paramètres botaniques de chacun des sujets végétaux et des paramètres climatiques qui sont, j'ai envie de dire, qui s'appliquent à la globalité de ce mur, échantillon qui fait 4 mètres par 3. Et cette imagerie de synthèse nous permet de montrer à des clients, à des maîtres d'ouvrage, l'évolution de ce matériau qui est tout à fait nouveau et qui évolue effectivement dans le temps. Donc montrer une seule perspective d'un projet, par exemple, lors de son inauguration, serait trompeur, un petit peu comme dans les projets de paysage. Et c'est tout à fait intéressant de montrer l'évolution dans le temps. Et c'est ça aussi une partie de l'innovation. Alors cette innovation, elle induisait beaucoup de questions derrière, et d'où le partenariat scientifique avec les ingénieurs agronomes du CIRAD. Et la première des questions, c'était le substrat. On est sur des bâtiments, pas question d'utiliser de la terre. En même temps, le cahier de charge qu'on a créé en amont nous invitait à rechercher une approche développement durable et une approche globale. Les agronomes de CIRAD ont identifié la sphaigne, qui est une mousse végétale qui est renouvelable en 3 ans sur les sites de récolte. C'est-à-dire qu'on parle de cueillette, hein, il s'agit de cueillette de sphaigne. On va éclaircir le sol, donc on va favoriser la multiplication de cette plante et on va ainsi protéger et entretenir des zones humides qui sont le siège de la biodiversité et qui sont à protéger. Et la technique du CIRAD, c'est que quand on a un espace naturel sensible, on préfère le valoriser, lui donner une valeur économique, parce que c'est ce qui va lui faire sa protection, plutôt que de l'enfermer ou de le rendre non fréquentable, enfin de le fermer aux visiteurs, parce que c'est comme ça que ce site va se dégrader et qu'il va même être vandalisé, ou comme ici au Chili, en Amérique du Sud, être transformé pour un projet immobilier ou des cultures vivrières qui, elles, vont donner une activité économique. Alors, elle est récoltée à la main, elle est séchée traditionnellement dans des séchoirs, elle est ensuite compactée et expédiée en Europe. Donc on parle bien de valorisation de filières agronomiques nouvelles dans un pays où il n'y avait pas d'activité là-dessus. Aujourd'hui, on a des récoltants, ici vous voyez les récoltants, qui sont tous sociétaires de la coopérative dans laquelle ils travaillent et qui aujourd'hui gagnent un revenu grâce à la sphaigne. Alors on a certains témoignages qui disent, des récoltants qui disent, nous avec l'argent, on a pu envoyer les enfants étudier sur le continent, on a pu s'acheter une nouvelle voiture, enfin. Ça a fait évoluer très positivement l'économie sur place dans cette île de Chiloé. Alors, les ingénieurs agronomes du CIRAD, les scientifiques ont mesuré que l'enracinement des plantes est 3 fois supérieur dans de la sphaigne comparé à du terreau horticole classique. C'est supérieur en rapidité, supérieur en volume. Parce que cette sphaigne a 3 qualités qui sont essentielles. Elle est à la fois antibactérienne, antifongique, pas de champignons qui naissent dans nos murs végétaux, et très fortement hydro-rétentrice, elle absorbe 15 fois son poids en eau. Donc toute la réserve d'eau est dans le mur, et c'est de là qu'on tire cette grande capacité à un bilan hydrique excellent, 5 fois meilleur que dans une culture classique. On consomme 5 fois moins d'eau sur un mur végétal en sphaigne que dans un jardin horizontal classique, votre jardin en l'occurrence.
Alors ensuite, on va préparer les cultures, on va remplir les paniers de sphènes et on va cultiver à la verticale dès les premiers jours, de manière à ce que l'architecture de la plante soit en rapport avec la verticalité du support et que la plante soit donc acclimatée à cette situation verticale. 4 à 6 mois plus tard, on récupère le résultat, voilà. Donc côté ombre, à gauche de l'écran, côté soleil, à droite. Alors ça marche évidemment parce qu'on a des palettes variétales, des groupes de plantes identifiés et qui sont identifiés en fonction des orientations de la façade, de la climatologie dans laquelle on va se trouver, mais aussi des microclimats qu'on peut trouver sur les façades des immeubles. On en parlera un petit peu plus tard. Vous le verrez en image. Alors l'organisation du chantier du coup est très simple. On fait venir des chariots avec toutes les plantes qui sont numérotées en abscisse et en ordonnée comme vous l'avez vu précédemment et qui se destinent à remplir ce mur qui est le mur que nous avons vu en plan de fabrication tout à l'heure. Sur le mur, on va fixer cette structure en aluminium qui va permettre de faire immédiatement l'horizontalité, l'équerrage du mur. Là-dessus, la grille métallique, les paniers et en joint horizontal entre les paniers, les tuyaux à micro-goutteurs anti-colmatage qui permettent d'assurer l'irrigation du mur. Alors, on va très très vite à la pose. Un mur comme celui-ci, qui fait 220 mètres carrés et 17 mètres de haut, a été posé en 7 jours. On a commencé le chantier le lundi. Et voilà, le samedi, on pouvait inaugurer, avec toutes les instances municipales, ce mur qui fait donc 17 mètres de haut. Et ça, c'est un gain économique. On parlera tout à l'heure, et je vous parlerai beaucoup de l'économie. C'est très important quand on fait du développement durable de ne pas oublier, tout le monde focalise sur la performance. Or, on parle de tripode au niveau du développement durable. À la performance s'ajoute la dimension économique et enfin la dimension sociale. Et si on n'est pas dans ces 3 sphères-là, on est hors sujet. Donc la rapidité sur un chantier va de pair avec l'économie, bien entendu. L'irrigation, on en a parlé tout à l'heure, elle est nécessaire, elle est même vitale aux murs végétaux. Sans eau, pas de plantes, tout simplement, et notamment en situation verticale, ventée par définition. Alors l'irrigation, bien souvent, on utilise de l'eau de pluie des toitures, qui est récupérée dans une cuve. Une pompe prend l'eau, une pompe doseuse l'enrichit en nutriments et j'ai envie de dire en médicaments. Donc les nutriments, c'est essentiellement des cocktails d'algues, et le médicament, c'est essentiellement des chélates de fer, 3 chélates de fer pour avoir un spectre large et pour lutter contre la chlorose des végétaux. Et puis ensuite, des électrovannes qui vont irriguer le mur par secteur et avec un programmateur, bien sûr, puisqu'on n'irrigue pas un mur tout le temps. Ce sont de toutes petites plages d'irrigation de 5 à 10 minutes qui interviennent une fois par jour l'été, 2 à 3 fois par semaine l'hiver. La maintenance maintenant, c'est très rapide, c'est paradoxal, mais c'est du désherbage. Comme on donne les meilleures conditions de vie aux plantes, eh bien, des graminées portées par le vent ou des oiseaux vont pouvoir se nicher dans le mur et se développer. Si ce sont des graminées, c'est pas trop grave. Si c'est un peuplier, c'est déjà un petit peu plus un problème. Et donc, il faut retirer ces adventices. J'aime pas trop le terme mauvaise herbe, mais plutôt celui d'adventice, qui désigne une plante qui n'a pas été décidée, si vous voulez, dans la composition initiale. Et un mur comme celui-ci, donc je rappelle les caractéristiques, 220 mètres carrés, 17 mètres de haut, eh bien on va le désherber en 2 heures, entre 7 heures et 9 heures le matin, pour permettre l'ouverture de l'établissement ensuite à 9 heures. Donc ça va très très vite. Alors... On a vu l'étude, donc le prototype passe par une phase d'expérimentation parce que, notamment au niveau de la phytosociologie, qui est une notion très importante ici, comment les plantes vont se comporter entre elles, eh bien il y a un savoir-faire qui est théorique et puis il y a un savoir-faire qui est empirique sur expérimentation. Et seule l'expérimentation peut nous permettre de capitaliser et d'apprendre sur les végétaux et leur façon de vivre ensemble. Donc cette phase d'expérimentation, elle est passée par une phase de prototype. On est ici sur le campus du CIRAD à Montpellier Agropolis, où on teste sur ce cube qui est monté sur une remorque pour être mobile et acheminé sur des chantiers, eh bien 35 espèces et variétés par face. Donc sur les 4 côtés, pour avoir les 4 expositions qu'on va retrouver sur un bâtiment. Et on va les tester sur un cycle végétal complet. Après, on est passé à la réalisation sur un mur pilote à l'école d'architecture de Montpellier. En 2005, on a installé ce mur. Et pour bien vous montrer le caractère évolutif de cette nouvelle matière d'architecture, voilà ce qui se passe pendant 5 ans. Voilà 5 ans après, ce à quoi pouvait ressembler ce mur. Donc on voit qu'il a très nettement évolué.
Et on peut dire que cette architecture, vous êtes ici sur une photo qui montre un mur, on est sur un matériau qui est complètement différent des matériaux classiques de la construction, je pense notamment au béton ou au mur enduit. Il y a de la texture, il y a de l'épaisseur, il y a de la variété, il y a même de la biodiversité. Ici, c'est la valériane des prés, qui est une plante que j'aime beaucoup, qui est très rustique et qu'on n'utilise pas trop dans les jardins en plantes d'ornementation, alors qu'elle offre une floraison magnifique. Voilà ce que donnait ce mur, donc 5 ans plus tard. Alors ici, c'est assez particulier, c'est un mur pilote. On a testé toutes les références de tuyaux qui se trouvent sur le marché. Et donc du coup, on a un système de vannes ici qui nous permet d'allumer ou d'éteindre les différentes références de marques de tuyaux, puisque c'est en fait un banc d'essai, ce mur. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'entretiens pas mon mur végétal? Eh bien voilà. Tout simplement, voilà ce qui se passe. Donc il y a quand même une certaine poésie, un petit peu comme dans un terrain vague. Les adventices ont pris place. Ici, vous avez l'Érigiron du Canada qui s'est installé en haut du mur. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a trouvé à nouveau une surface horizontale pour pousser. Donc c'est là qu'il s'est installé. Et finalement, l'aspect n'est pas si désagréable que ça. Simplement, les plantes de la composition initiale se trouvent concurrencées par ces plantes-là. Et si on ne fait rien, à terme, il n'y aura plus que ces plantes-là. Et celles-ci auront complètement disparu de par la concurrence. Alors, que se passe-t-il si j'arrête l'irrigation de l'eau, si je coupe l'eau dans mon mur? Eh bien, voilà ce qui se passe. Alors oui, je voulais vous montrer ça. Un mur non entretenu, un mur entretenu, voilà, tout simplement. Et si je coupe l'eau, eh bien, on va revenir à l'état initial, c'est-à-dire que le végétal va disparaître. Et tout n'est pas perdu, parce que ce mur végétal, c'est un petit peu comme un ordinateur et son logiciel. La partie hard, si je puis m'exprimer ainsi, et le mur végétal lui-même avec son substrat de culture, qui va toujours rester. Et le logiciel, c'est la plante. Donc, un mur comme celui-ci, si on vient à perdre tous les végétaux, on rechange les plantes à raison de 24 plantes par mètre carré, et ça vaut moins de 10% de la valeur du mur, une replantation totale. Et c'est ce qu'il faut prévoir en cas de coupure d'eau. Normalement, l'eau ne doit jamais être coupée sur un mur végétal, bien entendu. Ceci dit, l'accident peut toujours arriver. Donc ce produit a donné lieu à une architecture végétale hybride, et le projet tel que je l'ai porté est passé par la création d'une entreprise, justement parce que mon propos d'architecte était aussi de poser sur la table du débat de l'architecture cette brique végétale, et de voir un petit peu comment d'autres architectes pouvaient également l'utiliser et la mettre à profit. Donc on voit ici un mélange entre un mur de mulot de terre cuite, un mur végétal, des brise-soleil également en terre cuite. Ici, avec des panneaux de façade en bois d'une marque célèbre, c'est des panneaux qui sont très connus dans le monde de la construction, qui viennent encadrer ce mur végétal à la Maison de la Plante à Montpellier Agropolis. Il est magnifique, si vous passez par là, je vous conseille d'aller le voir. Ou bien d'une manière plus traditionnelle, en mariage avec un parement de bois, ou bien un mur enduit. Et puis, on se rend compte que chaque architecte peut utiliser ce matériau en fonction de son architecture. On peut faire des encadrements de baies de cette manière-là, avec des rives et des joues latérales en tôle acier, par exemple. C'est une définition qui peut être proposée. Voilà ce que ça donne. Donc on se rend compte que grâce à ce pixel, on a une très grande liberté de composition. Et bien sûr, tous ces projets, Anne-Marie en a parlé tout à l'heure, plus de 10 000 mètres carrés un petit peu partout en Europe. Et puis bien sûr, celui-ci, le record du monde en 2013, qui est tombé à Milan, au champ de Milan, où on a posé 1300 mètres carrés de murs végétaux. C'est toute la façade du supermarché qui est végétalisée. C'est plus de 40 000 plantes qui aujourd'hui habitent la façade principale du plus grand centre commercial de Milan, du reste. Et 5 tonnes de sphènes ont été acheminées du Chili pour réaliser ce mur. Évidemment, par bateau, par frais maritime, moyen de transport doux. Pas question de faire venir la sphène par avion. On a tout le temps, on est dans le cadre de la construction d'un bâtiment, on a tout le temps de prévoir l'acheminement des matières premières. Et vous avez là uniquement que la moitié de la façade du bâtiment, parce qu'il est trop grand, ça ne rentrait pas.
et vous vous trouvez en face d'un supermarché. Donc vous voyez que la donne a été réellement changée. On a tous en tête un centre commercial et sa zone. Voilà. Et ça, c'était ce que voulait le président de Auchan en Italie, parce que la réglementation du travail n'est pas du tout la même en Italie. L'ouverture dominicale n'est même pas un sujet de débat. Et ils se sont rendus compte que ces centres commerciaux sont extrêmement fréquentés le dimanche, que c'est devenu même la promenade dominicale. Et ce président de centre commercial me disait comment on peut faire pour que les gens qui ne vont plus à la campagne retrouvent quand même l'élément végétal. Et donc c'est comme ça qu'est née l'idée de végétaliser entièrement le supermarché et d'en faire un mur jardin. Donc voilà des photos de détail. On parlait de l'évolution d'un mur. Regardez cette Campanula muralis, campanule, ici. Elle fait plusieurs mètres carrés. Elle s'est complètement installée. Pareil ici, pour toutes les plantes, vous voyez de grandes masses qui apparaissent, qui ne sont pas initiales, qui se sont créées toutes seules, avec le temps, tout simplement. Alors ça donne lieu à beaucoup de projets. Ici, c'est Auchan Palaiso. La cité du meuble et de la maison. Tiens, elle est partie un peu trop vite. Voilà, 855 mètres carrés, c'est quand même un grand mur aussi. C'est à Cesson Maisonnement, en région parisienne. 13 mètres de haut, je crois. Et donc tout ceci nous amène à réfléchir à de nouvelles urbanités. On parle beaucoup de l'urbaniculture aujourd'hui et à végétaliser la ville. Parce que c'est une nouvelle typologie d'espaces verts qui s'offre à nous. Et des espaces verts qui prennent 0 mètre carré au sol, dans un urbain qui est hyper saturé, où on n'a plus 1 mètre carré pour construire, eh bien, quand on a un mur pignon aveugle comme celui-ci, on peut proposer une végétalisation qui, je vous le rappelle, va en plus absorber le bruit aérien. La première pollution en ville, c'est le bruit. Contrairement à une idée reçue qui voudrait croire à la pollution atmosphérique, eh bien, c'est le bruit qui est le plus générateur de stress en ville. Et quand on a un mur comme celui qu'on vient de voir, eh bien, le passant peut immédiatement sentir la différence. Et ces murs végétaux deviennent des signaux urbains. On est ici à Marseille sur le Vieux-Port. On a inauguré, non pas la première pierre, mais le dernier pixel végétal, avec toutes les instances municipales à nouveau, pour la plus grande satisfaction des riverains, oui, vous l'avez reconnu. Et ça devient donc, comme je le disais, un signal urbain et même un lieu de rendez-vous. Parce que la sortie de l'autoroute à Marseille, elle est ici quand on arrive en ville, sur le Vieux-Port. Et on a appris que beaucoup de gens se donnent rendez-vous au pied du mur végétal. Il y a un parking en plus qui est idéalement placé en dessous. Et ça permet de faire un repère, un signal urbain, ici à la gare du Nord, 27 mètres de haut. Et si vous regardez bien, moi je trouve que ça ressemble un peu aux peintures flamandes, vous savez, où il y a des tas de petits bonhommes qui font des tas de choses un petit peu partout. Il y en a un que je pense que vous n'avez pas remarqué, il est là-haut, et c'est un jardinier, vertical, et on va voir que c'est un nouveau métier, et là encore, voilà ce qu'apporte l'innovation. Je le dis souvent, l'innovation est porteuse de richesse, et cette richesse, elle se traduit par la diversification et par la création de métiers nouveaux. Ce jardinier vertical qu'on voit en haut, c'est un hybride, si je puis dire, entre un cordiste, un alpiniste et un jardinier. Et on a des témoignages de ces jardiniers qui sont ravis d'évoluer dans la ville, et notamment dans Paris, au milieu des plantes. Alors que les gens en bas ne le remarquent même pas. Vous avez peut-être vu aussi. Voilà ce projet. Donc une matière vivante pour l'architecture. Ici un bâtiment ancien avec les façades classiques. Ici une architecture un petit peu plus contemporaine. Et bien voilà ici peut-être ce qui sera l'architecture de demain. Une architecture vivante. Les feuilles d'acanthe et les motifs floraux qui ont été sculptés ici sur ce bâtiment, c'est de la plante vivante et ça évolue vraiment. Voilà à nouveau une vue de cette petite tour végétale qui permet de proposer donc un urbanisme vert, réellement vert, à tous les sens du terme. Alors c'est adapté à tous les climats, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les palettes variétales, des groupes de plantes qu'on va identifier en fonction des climats. À gauche, on est à Cannes sur la Croisette, à droite, on retrouve la cité du meuble et de la maison à Cesson-Aimant, donc deux climats qui sont complètement différents. Et c'est la plante qui permet le logiciel qui va s'adapter à la situation. Voilà, on retrouve le mur du zoo de Montpellier. Et bien sûr, éco-responsable, c'était un souhait du cahier de charge, c'était même la première condition de notre cahier de charge. Donc ici, c'est une enseigne pour le label PEFC qui est à Paris, sur le périphérique, porte de Choisy. Alors ensuite, je me suis aussi approprié cette matière dans le cadre de mes propres projets, dont on a parlé tout à l'heure. Ici, c'est une installation à corde sur ciel qu'on a appelée le totem de la biodiversité parce qu'il contient 85 espèces et variétés de plantes au jardin de Paradis.
Et c'est vrai que ce matériau, on l'a vu, exprime la saisonnalité. Il se modifie en permanence. C'est bien une matière vivante qui est toujours en mouvement. Et je tiens à le dire, on est ici à Toulouse, 50 degrés d'amplitude thermique entre l'hiver et l'été, avec une constante, le vent. Et c'est encore la plante qui permet de résister à ces contraintes-là. Et il n'y a pas de saison morte dans les murs végétaux et l'architecture végétale. L'hiver, ça peut être très beau aussi. On est ici à Chambéry, sous la neige. Et on peut voir que le mur, eh ben, non seulement il est vert, mais en plus, le motif de la neige sur les feuilles est tout à fait intéressant. Enrichit la texture. Alors, il y a encore une autre facette à cette innovation. C'est de porter une ergonomie nouvelle pour l'architecture, en travaillant avec les goûts et les couleurs dont on discute. On pourrait en parler, hein, c'est un sujet de philosophie. Mais ici, sur ce petite image, vous avez de la fraise, vous avez de la sauge, vous avez de la menthe, et puis on peut utiliser le chrysanthème, et les chrysomes, par exemple, qui sont le curry, tous les géraniums à parfum, toutes les sauges, donc des murs de plantes aromatiques. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Imaginons tous les lieux délaissés de l'urbain, les dessous de pont, les murs en béton qui sont graffés, vandalisés. Et bien, si on les végétalise, on est sur une surface anti-graffiti et qui en plus est odorante. On peut faire des potagers. Ici, c'est dans le Gard, aux Angles. Voilà, là je regrette qu'on n'ait pas le parfum en plus de l'image, mais cette immortelle qui est en premier plan, elle sent très fort le curry. Et sur le projet Gare du Nord, un jour je visitais avec un touriste, avec un journaliste, c'est une anecdote, mais il me disait je connais le plat du jour au restaurant à midi. Et je lui disais mais non, l'odeur de curry elle vient du mur, elle vient pas du restaurant en bas. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Donc on part de l'habitat vernaculaire et on va à l'architecture contemporaine. Ici c'est un cube, vous le voyez, hein, cette maison c'est vraiment un cube. Et il y a une constante entre les deux, c'est qu'on a quand même une intégration paysagère qui est tout à fait réussie. On est aux dentelles de Montmirail. Les pierres viennent du site et les plantes aussi. Et il y a un phénomène d'intégration, notamment avec la floraison des fétuques ici, qui est beige et qui correspond bien à la teinte de la pierre, qui est tout à fait intéressant. On peut donc habiter le paysage. Et on revient sur la même question, est-ce que cette architecture végétale que je porte est une innovation récente? Parce que quand on parle d'architecture bois, souvent on nous dit, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que nos bâtiments vont tenir? Alors, bon, il y a des bâtiments qui ont plus de 1000 ans en bois, hein, il faut le savoir. Et ici, on est à Cologne, en Allemagne. Ce lotissement a été construit en 1970, donc il y a pratiquement 50 ans. Ce sont des maisons en bois, elles ont des toitures végétales. Il y a des puits canadiens. C'est un écoquartier coopératif. Tous les habitants sont sociétaires de la coopérative qui est propriétaire du quartier. Donc on est exactement, ici en Allemagne, sur ce qui se ferait de plus innovant ici en France. Donc on voit bien qu'il y a une différence entre, en tout cas l'Allemagne et l'Autriche, sur le développement durable et la France, où on est encore un petit peu à la traîne, parce que c'est vrai que le béton domine encore le marché de la construction. Le béton qui, à mon sens, n'est pas durable puisqu'il n'est pas réversible. Et on le verra, une des caractéristiques de l'architecture durable, c'est d'être réversible. Alors on participe au maintien de la biodiversité en ville. Vous avez vu encore une fois, sur un plan rapproché, j'ai réussi à photographier ces deux-là, à 5 cm d'écart. C'est un mur avec des sédums ici. Et on part toujours de l'observation. Donc l'observation, ben voilà une falaise qui s'est spontanément végétalisée de fougères. C'est pas très loin d'ici, c'est à la grotte de la Cocalière, dans le bois de Paille-Olive, au nord du département, à la frontière avec l'Ardèche. Donc pas besoin d'aller parcourir la forêt du Brésil pour découvrir ça. On trouve ça ici en Europe et même en France. Et de cette falaise jusqu'en ville, ici sur le boulevard des Champs-Élysées, on est au numéro 118, c'est au-dessus de la concession d'un marchand de voitures allemandes célèbres. Vous voyez, qui sont ici en dessous. On a ce mur qui est immense, qui est très haut et qui absorbe complètement le bruit dans cette cour parisienne très réverbérante auparavant. Et le promoteur, ça c'est intéressant à savoir, qui a restitué l'espace qui était ici en espace vert vertical, s'est vu attribuer un bonus de chaude, de surface hors d'œuvre nette, équivalent à la surface en mètre carré du mur végétal, plus de 200 mètres carrés. Quand on connaît le prix du mètre carré à Paris, aux Champs-Élysées, et qu'on sait que le promoteur a gagné 220 mètres carrés de surface à bâtir, on se rend compte que le coût du mur végétal, il est largement amorti avant même l'inauguration du bâtiment. Et c'est un des avantages de cette matière aussi.
Alors on l'a vu, on a parlé de phytosociologie, il faut permettre la compétition naturelle, c'est très important, en respectant le principe de biodiversité. On s'interdit de faire des murs en monoculture, on s'interdit de dessiner des taches en monoculture sur un mur, en faisant des motifs artistiques, parce qu'on sait que ça ne sera pas pérenne, et que si une maladie ou un problème phyto s'attaque à une plante, c'est toute la monoculture qui va être attaquée immédiatement. Donc on va mélanger les plantes, beaucoup, 20 à 25 espèces et variétés de plantes pour créer de véritables biotopes qui sont vivants et qui sont habités. Alors bon, c'est une petite diapositive jeu, j'ai envie de dire. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez qui habite ce mur et où? Alors il y a un indice, il est là. Et je vous donne un deuxième indice au bout de mon index. Et je vous la montre. Elle est là. Et ces murs végétaux abritent toute une faune, des batraciens comme ici, des oiseaux, des pollinisateurs. Et ça, c'est très intéressant en ville pour aider, quand on crée des corridors de biodiversité, des coulées vertes dans la ville, eh bien on peut végétaliser les parties verticales de l'urbain, toujours pour favoriser ce maintien de la biodiversité en ville. Donc voilà le totem de la biodiversité, justement, un corps de sur-ciel, 85 espèces et variétés. Bon là c'est un petit exercice, on s'est amusé à densifier énormément au niveau de la biodiversité. Et on travaille donc avec ces palettes variétales qui sont adaptées au climat. Ici, plante littorale, plante halophyte. Donc ça c'est à Cannes, hein. On retrouve même Echeveria qui est ici, qui est une plante qui craint le gel. Mais comme on est à Cannes au bord de la mer, c'est pas un souci. Et à l'intérieur, on va utiliser des plantes tropicales, et bien sûr multipliées en France, parce que ce matériau, on peut l'utiliser dedans. Et les performances acoustiques sont très intéressantes quand on l'utilise à l'intérieur, ou bien à l'extérieur, comme ici à Marseille, rue du Faubourg Saint-Antoine. Alors, quelques réalisations de murs végétaux. Le siège d'Alstom à Belfort, un très grand mur végétal intérieur sur 5 niveaux, qui, dans un rôle très réverbérant, vous voyez les matériaux, de la céramique, du verre, du béton, eh bien, c'est très intéressant d'avoir cette surface qui est absorbante au son. Un autre projet intérieur, le siège de General Electric à Belfort. Le musée de la Vache qui rit à Lons-le-Saunier, groupe Bell. Alors vous voyez, ça autorise des partis pris, d'aménagement, de scénographie qui sont assez intéressants. Vous voyez que le ficus qui est au premier plan, hop, voilà, il est bien au premier plan, il n'est pas dans l'arbre. Donc le paysagiste, après, a dessiné un jardin en trompe-l'œil derrière cet arbre. Alors. Et puis on va passer donc au bâtiment cette fois-ci. Alors, moi-même, je me suis approprié cette matière pour proposer une architecture végétale où, comme je le disais en préambule, la matière végétale va être essentielle dans le bâtiment. Donc ce sont des bâtiments en bois, où il y a un petit peu de béton qui m'intéresse beaucoup pour l'inertie thermique, et puis une végétalisation. Alors ça, c'est une étude que j'avais fait pour un promoteur il y a 4 ou 5 ans, qui souhaitait tester sa clientèle. Et puis il y a des projets plus concrets. Alors ça, c'est un concours gagné pour Louis Vuitton Maletier, 2007-2009, qui posait la question du réaménagement du toit-terrasse du siège de la marque à Paris, rue du Pont-Neuf, pour y organiser des défilés en marge de leur showroom des Champs-Élysées. Et j'ai proposé de travailler avec 2 matières végétales, une feuille de bois de châtaignier qui est sertie d'une broderie d'arabesque végétale vivante qu'on va voir tout à l'heure, et un ruban de matière végétale eh bien, qui défie un petit peu toutes les lois de l'agronomie, puisqu'on voit qu'il y a du plafond végétal, comme à la salamandre, il y a du mur végétal sur les parties verticales, et puis il y a du jardin un petit peu plus classique ici, horizontal. Et ce ruban de matière végétale me sert à souligner ou à surligner ou à souligner les éléments du paysage, parce qu'ici, à Paris, on a une vue à 360 degrés sur tous les monuments de la ville, et c'était intéressant de les mettre en valeur. Voilà ce que ça donne, toujours en image synthèse. On attend pour la réalisation, hein, encore aujourd'hui. Et on voit cette broderie d'arabesque végétale vivante qui encore pose beaucoup de soucis, parce qu'on se demande pour les défilés comment on va faire pour marcher avec des talons aiguilles dessus. Je n'avais pas anticipé cette contrainte-là. Alors ce châtaignier, il est assez particulier, il faut que je vous en parle. Bon, c'est une ressource locale chez nous, hein, c'est du châtaignier Cévennes. C'est renouvelable, parce que bien sûr l'arbre pousse, et c'est du bois de taillis, c'est-à-dire qu'on va aller dans les châtaigneraies, qu'on n'entretient plus assez, on va donner de l'argent aux bûcherons, toujours cette dimension économique, et on va sortir de là avec du bois de châtaignier.
Et on va le traiter selon un brevet du CIRAD. On va le frire à l'huile de lin, à l'huile de colza, à haute température, comme des frites, comme des frites chez McDonald's, j'ai envie de dire. Voilà la friteuse. Voilà, vous voyez les paniers, les éléments de bois sont là. Ils vont être plongés dans l'huile ici. Huile de lin, huile de colza. Et ça a pour propriété d'augmenter son imputrescibilité. Alors, on part sur des bois qui sont déjà classe 4 ou imputrescibles. Le châtaignier est même imputrescible, naturellement, ou quasi imputrescible. Et puis, ça augmente la résistance mécanique de ce bois. Donc ça, c'est très intéressant quand on est sur les parements, les bardages. Et puis, toujours ce travail de valorisation d'un brevet. On a le brevet, on a la recherche fondamentale. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce brevet? Alors, on m'a demandé de réfléchir à ça. Et j'ai proposé une première application qui est de créer des luminaires. Des luminaires urbains. Voilà ce que donne ce luminaire de près. Donc, il est tout à fait adapté au site naturel et au monde de la ruralité. Il est construit, on en parlera tout à l'heure, uniquement en France. Alors, je me satisfais de la contrainte. Comme c'est du châtaignier, vous voyez les tordus, j'ai jamais deux lampadaires qui sont les mêmes. Mais je m'approprie cette contrainte, je la fais mienne, et bien mon design est unique. Vous n'aurez jamais deux fois le même lampadaire, ils sont tous uniques. Alors, il n'y a pas de colle, j'attire votre attention sur le clou ici. Bien sûr, puisqu'on est en cahier de charge développement durable, on s'interdit d'utiliser des colles. La partie luminaire, ce sont des diodes électroniques. Ce lampadaire consomme 50 watts, il est normé en application routière. On voit ici les modélisations informatiques. Donc, on est agréé pour les personnes à mobilité réduite. On offre un éclairement de 20 lux moyen au sol. Donc, on est tout à fait comparable aux luminaires que vous trouvez dans votre rue, mais avec une consommation de 50 watts. Quand vous allumez la lampe halogène chez vous, c'est 500 watts. C'est 10 fois plus. C'est 10 lampadaires comme ça. Ça veut dire que 80 mètres linéaires de rue consomment autant que votre lampe halogène chez vous. Et on voit ici sous la neige que la réalité correspond bien à la modélisation informatique. Alors, voilà. Et puis la chose la plus importante, parce que tout ça c'est très bien, mais je rappelle le tripode du développement durable, l'économie. Ce lampadaire, il vaut 1 000 € hors taxe. Le premier des concurrents de ce lampadaire, il vaut 3 500 €. Le premier prix derrière, quand on fait des consultations marché public. Et ce lampadaire concurrent, son pied est réalisé en fonte de Chine, son corps est réalisé avec du pain traité à l'autoclave dans l'est de l'Europe, et la partie électronique est réalisée aussi en Chine. Ici, on est sur un produit 100% made in France. La partie électronique est réalisée avec l'expertise du cluster lumière de Lyon. Et 2 entreprises qui gravitent autour de ce cluster lumière, où on a vraiment un pôle d'excellence en matière d'électronique en France. La partie bois, c'est du châtaignier d'Ardèche, traité avec un brevet du CIRAD, à nouveau les scientifiques français, assemblé par une société ardéchoise à l'Argentière. Le fait d'avoir décomposé ce produit, qui est un lampadaire, en tant qu'architecte, en corps d'état séparés, j'aurais très bien pu ouvrir un catalogue et dire, bien voilà, ce lampadaire me plaît, je le mets dans mes projets, je ne vais pas plus loin. Mon travail, ça a été de le décomposer en lots séparés, l'électronique, le fût, le pied, de consulter des entreprises, et donc c'est de l'énergie grise, et donc d'arriver à la maturation d'un produit qui est 3 fois moins cher que son premier concurrent et qui est made in France. Donc c'est tout à fait d'actualité, on parle du made in France aujourd'hui. On peut, en réfléchissant, en se donnant les moyens, en allant voir les entreprises, en sollicitant nos scientifiques, diviser la valeur par 3 et en restant made in France. C'est pas du tout une contrainte. Alors, architecture. On a parlé de ce projet Colline Habitée qui a été livré en 2010. C'est une maison qui est à côté de Sorèze, hein, donc on est aux confins de la région, entre l'Aude et le Tarn. Les clients qui sont venus me voir avaient acheté un terrain dans une gravière absolument plat, à perte de vue, et j'ai proposé de créer le seul relief de ce terrain, une colline, qui sera habitée par leur logement. Voilà ce que ça donne en plan. Voilà en image de synthèse. Donc on a même intégré une piscine à l'intérieur en patio. On a conservé un hangar qui existait en briques toulousaines et j'ai proposé de construire la maison tout autour avec un parti pris, voilà l'écorché, assez particulier. Alors l'image est un peu longue parce qu'il y a une modélisation informatique derrière. Voilà. Alors on part d'un village de boîtes en bois qui ont été assemblés, préfabriqués en atelier et assemblés sur place, qui est recouvert d'une seconde toiture, qu'on appelle toiture froide, parce que non isolée, qu'on voit ici, qui est réalisée en Douglas massif. En termes de surface, c'est très important que je vous donne les surfaces. Dans la maison, il y a 210 mètres carrés habitables, il y a 500 mètres carrés de développé de terrasse, 350 mètres carrés de toit végétal,
une piscine et une pompe à chaleur qui, par parenthèse, est de la meilleure qualité qu'on puisse trouver et nous a coûté 30 000 euros. Enfin, a coûté à mon client 30 000 euros. Le prix de cette maison, c'est 210 000 euros hors taxe. On est à 1 000 euros du mètre carré. Avec la véranda de 80 mètres carrés, la piscine, la pompe à chaleur, la toiture végétale, tout. Hein. Alors, comment ça s'est passé? On a préfabriqué des éléments en atelier. On les a assemblés un petit peu comme du mécano ou une maquette d'architecture sur place. C'est du Douglas massif. Il est non traité, là, cette fois-ci. Voilà ce que ça a donné pendant le chantier. J'ai travaillé avec des compagnons recrutés sur place. Alors, on a déjà acheté des bois courbes. Et puis, on a continué le cintrage pour arriver à la forme finale. C'est assemblé par des goujons en acacia. Donc, pas de partie métallique pour l'assemblage de la charpente. Voilà ce que ça donne en cours de chantier. On y a passé l'hiver. Et au printemps, les clients pouvaient aménager. Il manque encore plus que la végétalisation. Voilà ce que donne cette strate intermédiaire entre la toiture végétale et la maison proprement dite. Donc il y a encore tout un système de terrasse qui vient habiter cet entre-deux entre les deux toitures du bâtiment. Qu'on voit ici de dessous. Donc vous voyez, on a une toiture qui en plus est très esthétique. Et là, vous avez un mur de châtaignier Cévenol. Voilà la texture qu'on obtient. Et qui va griser, qui va s'argentiser. C'est ça, c'est le terme exact. On dit s'argentise. Et donc, c'est une patine naturelle qui va se former sur le bois. Voilà une autre façade avec la piscine. Et voilà, le prix, 1 050 euros le mètre carré hors taxe, 210 000 euros hors taxe, à peu près 240 000 euros TTC, pour cette maison de 220 mètres carrés habitables et 500 mètres carrés de terrasse. Alors, un autre projet de tourisme, un office de tourisme à ossature bambou. Le propos, c'est de travailler avec des bois locaux. Alors, pourquoi le bambou? Eh bien, le bambou d'Anduze, tout simplement, à 30 km du site. On travaillait avec la pépinière. Alors voilà le parti pris. L'idée, c'était de travailler sur cette capitelle, cette maison de berger qu'on a vue au tout début de mon exposé. Et non pas d'en faire un pastiche, mais la réinterprétation contemporaine. Alors on va passer au chantier. J'ai travaillé avec l'université de Gand en Belgique, parce que ces bambous, il a fallu les performer, notamment au niveau de la compression et de la traction. Donc on a fait tout un tas de tests qui nous autorisent maintenant avec ce concept à aller jusqu'à 20 mètres de diamètre. Ici c'est 8,50 m. On peut faire, grâce à la batterie de tests qu'on a fait, jusqu'à 20 mètres. Donc 10 mètres sous plafond et 20 mètres de diamètre. Donc on peut proposer de très grandes architectures. Tout vient du nœud qui est ici. Le nœud métallique qui est ici, qui a été développé avec le groupe allemand Thyssen. Et voilà, on l'a monté à blanc dans les locaux de l'université pour voir ce que ça donnait, vérifier que tout fonctionne. Et puis, on est parti sur le chantier. On a tracé un cercle pour dessiner le bâtiment, tout simplement. On a coulé une dalle en béton, et le camion qui s'en va, là, un petit peu flou. Et puis, on a remonté le bâtiment qui est arrivé dans une camionnette de 23 mètres cubes que vous voyez ici. Tout le bâtiment est rentré là-dedans. Donc, on l'a remonté sur la dalle en béton. On a installé les panneaux en bois, on a garni d'isolation, on a monté une voile en EPDM, on a installé ce que j'appelle les jardins en triangle, on connaît le potager en carré, et donc là c'est une variante, c'est le jardin en triangle. On a créé un soubassement en pierre de taille qui fait office de mur trombe pour capter les rayons bas du soleil d'hiver et réchauffer le bâtiment. Et vous voyez que tout le monde participe, puisque je suis là. Là, c'est le maçon qui est en train de m'apprendre la taille des pierres traditionnelles, qui est d'ailleurs une discipline tout à fait intéressante. Alors à l'intérieur, le mobilier, il provient des chutes du chantier. Y compris le mobilier, comme on est sur un bâtiment rond, ça générait beaucoup de chutes. Toutes ces chutes, on les a réservées et on s'en est servi pour faire des étagères pour stocker. C'est un office de tourisme. Voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Et voilà ce que ça donne à l'extérieur. Alors, quand on a livré le bâtiment, c'était comme ça. Toujours cette architecture vivante. Regardez le compteur en bas. 1 an après, ça commence à se végétaliser. 2 ans après. Et on est sur le parking de la mairie. Donc c'était de la terre battue, il n'y avait rien. Donc tout là est créé sur un parking en fait. Évidemment, palette végétale méditerranéenne, on reconnaît toutes les plantes de chez nous. Et puis, un point de détail, mais qui pour moi est très important, c'est ce panneau, accessibilité universelle. Tous les bâtiments que vous avez vus et que vous allez voir dans l'exposé sont tous 100% accessibles à tout type de handicap. Et l'ergonomie, c'est une dimension de l'architecture durable.
Alors ici, c'est un office de tourisme, donc il fallait montrer, flécher la bonne direction aux hébergeurs, hein, aux gens qui proposent du gîte, et leur montrer qu'on peut très bien faire accéder tout le monde dans un bâtiment. Et monsieur le maire est heureux de couper le ruban pour 1 320 € du mètre carré, hors taxe. 67 000 € pour ce bâtiment, tout compris, hein, y compris l'électricité. D'ailleurs, la lumière, les luminaires à diode à l'intérieur. Encore un autre projet, des crèches à énergie positive. C'est une famille de bâtiments qui est de toute dernière génération, dont on va beaucoup parler dans l'avenir. Quand vous construisez un bâtiment et que vous êtes maître d'ouvrage public, vous êtes habitué à dépenser de l'argent à l'instant T, hein, puisqu'il faut bien payer le bâtiment. Et vous savez, en tant que propriétaire de ce bâtiment, que ça ne va jamais s'arrêter. Tout le temps où vous allez occuper le bâtiment, vous allez dépenser de l'argent. Vous allez dépenser de l'argent pour les charges, vous allez dépenser de l'argent pour le chauffer, vous allez dépenser de l'argent pour son entretien. Les bâtiments à énergie positive ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont une case de chiffre d'affaires. C'est des bâtiments qui créent du revenu. Et cette crèche qui est à Saint-Cériès, dans l'Hérault, à côté de Sommières, elle a coûté 520 000 €. Mais elle ramène un revenu de 30 000 € annuels. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ce revenu qui est garanti par ERDF est de 600 000 €. Donc au bout de 20 ans, on a financé le bâtiment sur 15 ans. Au bout de 20 ans, on a gagné 600 000, on en a dépensé 520. On a donc une marge de 80 000 € qui sert à payer le financement du bâtiment, le banquier, et l'entretien. Et donc, au bout de 20 ans, on arrive sur une opération blanche. On a un bâtiment qui est loin de tomber en ruine, hein, puisqu'il sera entretenu pendant ces 20 années. Par contre, on hérite du bâtiment, mais il ne coûte plus rien. Et on continue de gagner de l'argent, parce que les panneaux solaires sont garantis 20 ans, mais les études ont montré qu'au bout de 20 ans, un panneau solaire a un rendement d'à peu près 90%. C'est 87% très précisément, pour ces panneaux qui sont de marque allemande. Et ça, c'est tout à fait intéressant quand on construit durable, et notamment une crèche associative parentale, comme c'est le cas ici. Alors il manque, là la photo a été, la crèche vient d'être inaugurée, il nous manque encore les façades végétalisées de lianes qui vont venir ici, et qui vont faire toute la verticalité. Il y aura juste un trou ici pour entrer, et qui vont tamiser la lumière sur les espaces extérieurs et les abords de la crèche, qui est un bâtiment modulable en bois, qui peut être agrandi ou diminué, parce que le problème des crèches, c'est qu'on a un effectif variable. On commence une crèche à 15, et puis 2 ans après, il faut rajouter 5 enfants de plus, et on ne sait pas comment faire parce qu'on a construit en béton, et que donc on ne peut pas ouvrir de parois dans un mur en béton banché, que c'est très cher. Et donc généralement, qu'est-ce qu'on fait? Que fait Famille Rurale, mon client? Ils abandonnent le bâtiment à la mairie parce qu'il ne se peut plus servir, et ils vont construire ailleurs un autre bâtiment. Et donc ça, c'est particulièrement contre-performant sur le plan du développement durable quand on parle notamment d'économie. Ici, on vient modifier ce bâtiment en bois à loisir en fonction de l'évolution de l'effectif. Et cette caractéristique de réversibilité, elle nous intéresse aussi quand on travaille pour ces projets de tourisme dans des sites naturels sensibles. Il faut pouvoir démonter le bâtiment et rendre le site à la nature tel qu'on l'avait trouvé avant. Et ça a été le cas ici à la grotte de la Salamandre. Alors cette grotte, elle est très particulière. C'est une des plus grandes cavités en Europe. Regardez le spéléologue ici. Et quand vous l'avez vu, vous comprenez l'immensité de cette cavité qui fait 100 mètres de diamètre à peu près, 35 mètres sous plafond à peu près aussi, parce qu'on a du mal à mesurer. C'est grand comme un stade de foot. Et le souhait de mes clients, qui sont eux-mêmes des spéléologues, qui sont d'ailleurs sur la photo, alors ils sont un petit peu partout, c'était d'ouvrir ce lieu magnifique au public et à tous. Alors ça posait des contraintes parce que c'est ici, le bâtiment, mais l'entrée de la grotte se fait au niveau du point rouge, par une cheminée verticale qui fait à peu près une 40aine de mètres. Donc la visite de cette grotte était réservée aux spéléologues avertis et en tout cas équipés. Et puis d'autres contraintes, on est au bord des gorges de la Cèze, on est en zone Natura 2000, on est sur un espace naturel sensible, et donc normalement on ne peut pas construire là, sauf pour valoriser les éléments naturels. C'est d'ailleurs pour ça que ce bâtiment a pu être construit, puisque la grotte est là, et comme le disait justement mon client à l'époque, on ne peut pas amener la grotte ailleurs pour rendre le terrain constructible. Alors, pas de réseau, pas même de téléphone portable, si vous y allez, prévoyez-le. Et il a fallu mener à la fois le chantier et proposer une architecture qui fonctionne. Alors, le parti pris, il est celui-là. Pour un projet de tourisme, je voulais une image qui soit à la fois forte, bien sûr, durable et lisible. Et j'ai proposé ceci.
en partant de l'architecture vernaculaire qu'on a vue au début de l'exposé, parce qu'elle est relativement intemporelle. Et donc, il y a une certaine légitimité, et ça permet de favoriser l'intégration au site. Et hier encore, j'étais dans une réunion où quelqu'un me disait, c'est incroyable, ces bâtiments, ils sont assez saillants, ils sont assez pointus, on est en site naturel, mais ils ne choquent pas, ils s'intègrent bien au paysage. Vous allez le voir, il y a des photos, bien sûr, du projet qui est derrière. Donc ensuite, deuxième parti pris, c'était d'avoir un impact sol minimal, toujours dans cette zone naturelle, il ne s'agissait pas de faire un très gros bâtiment. Et de travailler aussi sur un certain mimétisme des formes. Et regardez bien ce dessin, gardez-le en mémoire, vous verrez, on va passer par l'image informatique et la réalisation, et vous verrez qu'il y a vraiment une parenté du dessin jusqu'à la réalisation. Donc voilà ce que donnait l'image au permis de construire. Et elle donnait ça parce que impossible d'aller photographier le site. C'est tellement dense en arbres que je ne pouvais même pas prendre la photo de loin, sauf à mettre mon appareil photo sur une perche à 8 ou 10 mètres de haut, ou alors à avoir un drone. Mais ce que je n'avais pas. Donc j'ai utilisé des images de Google Earth pour faire mon image de synthèse qui est un des points obligés du permis de construire, parce qu'on ne pouvait pas photographier le site, tout simplement. Alors la maquette informatique, elle est beaucoup plus précise, bien sûr. On commence à avoir le parti pris avec 7 ogives qui sont juxtaposées à flanc de colline sur une toute petite plateforme. Voilà l'image qui correspond au dessin qu'on a vu tout à l'heure. Et puis le chantier. Alors on a commencé par creuser 2 tunnels dans la montagne. Pourquoi? Parce qu'il fallait rendre cette grotte accessible à tous. Et c'est la seule grotte en France où on peut rentrer, y compris en fauteuil, jusqu'à l'intérieur. Et ça, c'était vraiment un souhait qui était important pour moi et pour mon client. On a donc créé ces 2 tunnels, un chantier très difficile, ça a duré 1 an. Le tuyau que vous voyez là, c'est le tuyau qui permet aux ouvriers qui sont à l'intérieur de respirer. C'est tellement de poussière qu'on respire par ce tube. Et on ne pouvait pas travailler à la dynamite à cause des concrétions qui sont à l'intérieur. Donc on a monté sur des bobcats, des petits tractopelles, des brises roches hydrauliques, et on a piqueté comme ça, 75 mètres de long, chaque tunnel 150 au total, avec beaucoup de danger parce qu'on a découvert la cavité, on ne pouvait pas scanner la montagne, donc on ne savait pas si on était au-dessus de la cavité, on pouvait très bien ouvrir une nouvelle poche et tomber avec le tractopelle à l'intérieur. Donc c'était vraiment un souci. Ça a été très minutieux. Et si ce chantier des tunnels a duré très longtemps, le chantier du bâtiment, lui, il ne nous restait plus que 4 mois. Et entre ce camion, qui est un des camions à béton qui ont porté les fondations, qui sont le seul béton qui a été utilisé dans ce bâtiment avec celui qui a servi à consolider les 2 entrées, et le premier ticket vendu, il s'est déroulé exactement 4 mois. Et ça, c'est un des gros avantages de la construction bois, c'est être très grande rapidité d'exécution. Les crèches éco-construites, on les construit en 4 mois aussi. Alors, voilà le chantier. Un chantier assez difficile, puisque tout le monde est toujours en hauteur. Qu'on se retrouve ici, comme lui, ou ici, on est toujours à 8 ou 10 mètres de haut. Donc c'était assez compliqué, très exigu, il n'y avait pas de place. Une plateforme de 8 mètres de large et à peu près une trentaine de personnes sur le chantier. Voilà, encore un ouvrier donc, qui montre les conditions de travail qu'il y a eu. En même temps, un paysage magnifique. Pour tout le monde, on voit l'environnement, on voit les Cévennes et l'Ardèche ici qui démarre, et on voit la taille de la plateforme. Ici, on est dans le vide, à partir de là. La limite du vide est ici. On a bien sûr eu une grue qui nous a permis de prendre quelques photos assez intéressantes, qui montrent l'organisation du chantier. Vous avez l'atelier du ferronnier qui est ici, vous avez l'atelier du menuisier qui est là, vous avez le charpentier qui travaille ici, et tous ces corps d'État travaillent en bonne intelligence, sans se marcher sur les pieds, dans un espace assez exigu. Voilà, la grue, ça nous a permis de prendre une photo assez intéressante du projet, qui l'illustre bien. Donc, on charpente en bois, on lamellé collé. Les poteaux ici, c'est du Douglas. Et essentiellement, les 2 essences de bois, c'est Douglas et châtaignier sur ce bâtiment. Donc et l'origine des bois provient d'un périmètre de 60 km autour du chantier. Ça faisait partie de notre cahier de charge au départ. Et voilà le bâtiment terminé 4 mois plus tard. Alors, pas de réseau. La seule chose qu'on a, c'est une alimentation en eau. Fort heureusement, d'ailleurs, on l'a eu. Pas d'électricité, donc on va produire notre électricité avec ces panneaux solaires ici, qui sont des panneaux de toute dernière génération, des panneaux souples qui sont laminés sur une plaque de polycarbonate et qui permettent de produire toute l'énergie nécessaire au fonctionnement de ce bâtiment, mais à l'éclairement de l'intérieur de la cavité où on a 250 projecteurs. Voilà ce que ça donne de l'autre côté. Et là, on voit ce mimétisme des formes que je recherchais à partir de mon dessin. Travail à continuer au niveau de la maquette informatique. Et on voit que sur le terrain, ça correspond très bien avec ce que je voulais au départ. Cette ganivelle de châtaignier,
frites. Donc là, on capitalise toute la recherche. On va retrouver le mur végétal, on va retrouver le bois frit, on va retrouver les panneaux solaires, on va retrouver l'éclairement à diode. Voilà ce que ça donne encore. Donc ça, c'est par là qu'on rentre dans la grotte. Et j'attire votre attention sur cette chaise et sur cette table. Le mobilier fait partie du projet, encore une fois. Dans tous les bâtiments que je propose, on fait aussi le mobilier. Parce qu'une fois qu'on a créé un bâtiment extrêmement durable, je trouverais dommage qu'on utilise des mobiliers avec de la colle, des polyphénols ou du formaldéhyde. Donc ici, on est allé chercher un artisan, enfin je suis allé chercher un artisan en Lozère, qui a travaillé uniquement avec du châtaignier et du Douglas, qui a récupéré ce qui nous restait de matériaux du chantier aussi, et qui a fabriqué 100 chaises et 25 tables, qui les a livrées à temps, et qui sont donc des créations originales, et qui sont complètement assorties au projet. Voilà l'intérieur du bâtiment. Alors, c'est assez particulier, c'est très difficile à photographier, mais à l'intérieur du bâtiment, il y a un plafond végétal. C'est-à-dire que, bon là, c'est le bas du plafond, mais les plantes poussent à l'envers, l'appareil racinaire vers le haut, l'appareil foliaire vers le bas, et comme la lumière est omnidirectionnelle, eh bien, la forme des plantes, comme dans les murs, va se modifier, leur architecture va se modifier, et les plantes vont pousser en spirale. Donc ici, bon, ben, on a un chlorophytum qui tend à couler vers le bas, hein, et qu'on va couper et replanter dans le mur. Et voilà de loin la capacité d'intégration aussi du bâtiment dont je parlais tout à l'heure, où on voit que ces formes, finalement, elles sont assez légitimes dans le site. Et malgré, j'ai envie de dire, la présence des panneaux solaires qui est partout, on a quand même quelque chose d'assez harmonieux par rapport à l'environnement. Voilà de face le bâtiment. Alors, petite chose qui est assez intéressante, vous voyez, on a quand même été obligé de faire quelques excavations. Tout a été traité avec une projection en hydrosémie, donc un mélange de boue, de colle végétale et de graines, avec un programme qu'on a appelé biodiversité, de 20 espèces de plantes, toutes sous leur forme sauvage. Et comme pour recoudre avec la nature, on végétalise toutes ces excavations avec des plantes sauvages, locales, de manière à même redynamiser la biodiversité du site. Donc on a des saponaires, on a des plantes aromatiques, on a vraiment toute la panoplie, même des digitales, dans ce semis. Voilà, un dernier projet, ce sont des écoles, il est en chantier, il est en cours, ça ouvrira en décembre, donc c'est le tout dernier. On est en Ardèche, à Montpezat-sous-Bezons, et la particularité de ce village, c'est que la centralité, tous les villages ont au centre une place, et bien à Montpezat, au centre, c'est une prairie. Et la question que m'a demandé la mairie, qui est le maître d'ouvrage, c'est comment construire une école dans la prairie. Alors j'ai mélangé, j'ai la prairie sur l'école ou l'école dans la prairie. C'est un petit peu mon parti pris. On retrouve les toitures froides, on retrouve les boîtes en bois, et ici un corps de bâtiment central qui est un atrium, et dont les formes incertaines, approximatives, rappellent les corps de ferme du plateau ardéchois, parce qu'elles sont comme ça, avec des toitures un petit peu de guingois. Voilà la maquette informatique à nouveau. 720 mètres carrés de toiture végétale, entièrement plantée de plantes vivaces, sauvages, sous leur forme sauvage. Et donc en fait, cette toiture est à concevoir comme un immense semoir, puisque les plantes, elles vont coloniser un petit peu partout dans la vallée, pour réintroduire dans cette vallée des plantes qui même ont disparu. On travaille avec un collège de botanistes à Paris, qui est le Conservatoire des collections végétales spécialisées, le CCVS, et une société qui s'appelle Novaflore. Et avec les botanistes de cette société, on arrive à composer des mélanges de graines qui sont particulièrement adaptés, toujours au territoire dans lequel on est, et toujours avec ces plantes vivaces sous leur forme sauvage. C'est une école à énergie positive, à nouveau. Donc là, ce sera une éolienne. Et comme pour les crèches, on m'avait demandé d'équilibrer le bâtiment à 20 ans. Donc, en ingénierie financière, on s'est parfaitement équilibré un bâtiment, et à 20 ans, on tombe à zéro. Voilà, tout simplement. Là, on a un revenu annuel qui est de 600 € par an, parce que le maire m'a dit, nous, si déjà on ne paye pas les charges sur l'école, c'est déjà un plus. Donc, à partir de là, nous, on a quand même décidé d'acheter ce bâtiment, on va le financer. Mais par contre, c'est très bien qu'on n'ait pas à payer ni l'éclairement, ni le chauffage de cette école, ce qui va être le cas. Et elle a été sélectionnée à l'appel à projet Finergie Plus,
en région Rhône-Alpes, puisque là on est en Ardèche, on est en région Rhône-Alpes. Donc voilà la maquette qui n'est pas tout à fait la réalité du projet, vous allez voir pourquoi. Donc le fonctionnement est très simple, on a une école maternelle ici, une école primaire ici avec les 3 classes, l'atrium qui permet de rentrer à l'intérieur de l'établissement et qui est l'interface entre le monde un petit peu privé de l'école et le monde public du village. Donc c'est ici qu'on va faire des kermesses, des expositions, des spectacles. Et puis après une coursive intérieure qui permet de desservir eh bien, l'un ou l'autre des 2 établissements, puisqu'il y a bien 2 établissements, une maternelle ici et une école primaire de ce côté, et toutes les classes ont un mur entièrement vitré qui donne sur la prairie pour que les enfants aient quand même, et bien sûr, la vue sur le paysage. Alors il y a des particularités à ce projet, éclairage par diode, éclairage à température de couleur variable, parce que vous savez quand vous êtes dans le milieu scolaire, à l'enseignement, à partir de 10h30, 11h, l'attention a fui. Plus personne n'écoute, tout simplement parce que les conditions de confort sont telles, l'inconfort est tel que vous ne pouvez pas écouter de toute façon. Vous avez une surchauffe des locaux. Chacun d'entre nous, on est un radiateur de 300 ou 400 watts. Et ça, c'était pas pris dans les bilans thermiques avant. Donc si vous mettez 10 enfants, vous avez 3 kilos. Vous en mettez 30, vous avez 9 kW dans la classe. Donc on a une ventilation double flux, on vient aspirer l'air vicié de l'intérieur et chaud, on aspire l'air frais de l'extérieur et avec un échangeur thermique, on vient récupérer les calories et réchauffer cet air frais pour alimenter en air sain l'intérieur des classes. Et puis la température des couleurs va changer. Quand vous êtes sur un éclairage néon, la lumière n'est jamais la même, c'est toujours avec des micro-coupures qui sont imperceptibles. Si vous avez un problème d'épilepsie, si vous avez un enfant qui a des problèmes d'épilepsie, il se peut qu'une crise d'épilepsie survienne uniquement de l'effet de la lumière saccadée des néons. Et enfin, on vous met un petit peu comme dans un commissariat avec une lampe dans la figure, dès le matin avec une température de couleur qui n'est pas du tout adaptée. Et grâce à l'électronique, on démarre la matinée avec des températures froides, on arrive à midi avec des températures chaudes comme le soleil normalement, et on finit la journée avec des températures froides. Et ça, on va le mesurer ensuite, on va le tester, puisque c'est un petit peu une première, avec le retour de l'équipe pédagogique pour voir comment ça fonctionne auprès des enfants. J'ai été un petit peu long là-dessus, on revient sur la maquette. Ceci dit, on retrouve cet atrium en coupe qui montre bien cet effet d'entonnoir que je voulais entre la sphère publique et la sphère un petit peu plus intime de la cour de récréation. Bien sûr, tout le bâtiment est réalisé en bois de châtaignier local. Tous les préceptes retrouvent le même. Et puis on m'a demandé de travailler au projet urbain autour de l'école, de requalifier la voirie, et, parce que c'était pas traité. Et ce que j'ai proposé, c'est purement et simplement de supprimer la route. Parce qu'elle posait un problème avec les enfants. Et donc j'ai dit, on va carrément l'enlever, on va la grignoter, on l'a broyée. Et on en a fait du granulat qui nous a servi au chantier. On a retiré la route et on l'a végétalisée. Et en même temps, je l'ai réduite à une seule voie avec des zones de croisement de manière à la rendre pratiquement impraticable. Et c'était ce que voulait la mairie, parce qu'on a le collège qui est ici, l'école qui est là, on a tous les équipements, la maternelle qui est un petit peu plus loin, et on ne voulait pas, dans cette rue qui finalement maintenant se termine en impasse, autoriser une circulation trop rapide. Et on sait que quand on met une limitation 30, personne ne la respecte. Donc du coup, avec ça, je peux vous garantir, même moi j'y passe en première, pourtant je suis au courant. Voilà ce que ça donne. Vous avez l'ancienne route, elle était ici, au niveau des arbres. Et bien maintenant, elle est ici, on a juste gardé une promenade en stabilisé, et on a repoussé l'urbain jusqu'aux limites du bâti qui est ici, et on retrouve les bornes en bois local et la chaussée végétalisée. Alors les traces que vous voyez là, elles sont provoquées par les engins, parce qu'on est encore en chantier en bas, et très vite, il n'y aura plus de traces, bien sûr. Voilà ce que ça donne dans l'autre sens. Alors c'est assez amusant, parce que d'habitude, quand on fait un rond-point, on met le verre au milieu, et la route là. Et donc moi j'ai proposé de faire le contraire. Et donc ça fonctionne très bien maintenant, on est en zone 30, mais ça marche très très bien et on végétalise, vous voyez, la route elle est végétalisée à partir de là. Voilà ce que ça donne en chantier, puisqu'on est toujours en chantier, là on attend encore les baies vitrées. Toujours le prix, moins de 2000 € par mètre carré, donc on est sur un prix un petit peu plus élevé, là il y a beaucoup de technologie à l'intérieur de cette école, mais quand même, en dessous de 2000 € le mètre carré hors taxe, donc c'est particulièrement compétitif. Et c'était le but. Alors une petite variation de design sur des objets vivants pour montrer un petit peu ce que donne la potentialité de cette architecture végétale. Ça c'est une plante, c'est une rhubarbe géante, Gunera brasiliensis, rhubarbe du Brésil. La feuille là, elle est pas encore adulte, parce que la feuille elle peut aller jusqu'à 3,80 m d'envergure. Et elle marche très bien, on en a en Bretagne, on en a aux Pays-Bas, elle résiste jusqu'à moins 15 degrés, sauf qu'elle perd ses feuilles, ce qui m'intéressait beaucoup, pour proposer un parasol végétal vivant,
à géométrie variable. Parce que cette plante, quand il y a du vent, elle replie ses feuilles comme une coupe. D'ailleurs, on dit une coupe, hein, donc elle fait comme ça. Et puis l'hiver, elle disparaît. Donc vous n'avez plus à rentrer votre parasol quand il y a du vent ou quand c'est l'hiver. Ça se fait tout seul, c'est la plante qui le fait elle-même. Par contre, les plantes qui sont ici, elles vont rester. Donc vous avez quand même un objet qui est joli à regarder l'hiver. Et donc voilà ce que peut donner par anticipation ce travail où on mélange la plante avec la matière d'architecture, de design. Alors les projets en cours et le projet sur lequel je travaille actuellement, c'est un concours qui est gagné, enfin c'est un appel à projet dans lequel on a été sélectionné avec une équipe qui est à la fois pluridisciplinaire et internationale dont on va parler. Et c'est un projet de coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle Green Fab. Voilà l'équipe. Alors, il y a des architectes, on est 2 dans l'équipe à être architecte, à piloter l'architecture. Mais on va trouver, exactement comme dans le programme de recherche des murs végétaux d'ailleurs, hein, c'est très particulier, parce que c'était la première fois que ces gens-là discutaient professionnellement parlant, des ingénieurs structures, avec un botaniste. Chez Greenwall, on a eu un acousticien, un thermicien, mais des phytosociologues, des botanistes, des agronomes. Et tous ces gens ont pu discuter pendant 3 ans dans le cadre de réunions animées par l'architecte qui agit un petit peu comme un médiateur, un petit peu comme un journaliste qui organise un débat, j'ai envie de dire, contradictoire entre les différents corps de compétences pour trouver des solutions et aller vers la réalisation des projets. Donc ici, on a architecte, ingénieur structure spécialisé dans l'architecture textile, un qui est spécialisé dans la sécurité incendie. On va voir pourquoi c'est très important ici. On a un assistant à maître d'ouvrage, donc vraiment quelqu'un qui est un ancien maître d'ouvrage. C'est l'ancien patron de la société d'économie mixte de Rungis. On a un agronome, et derrière cet agronome du CIRAD, 1800 chercheurs qui fonctionnent en réseau, et ça marche très très bien par l'internet. Vous posez une question au groupe des 1800 et les gens vous répondent, c'est formidable. Un Anglais, un ingénieur structure qui est spécialisé dans les immeubles de grande hauteur. Un Japonais qui est spécialisé dans l'aspect plantes et dépollution de l'air, Tsuyoshi Anjo, qui est de l'université de Tokyo. Encore une architecte, Helga Fassbinder, qui vient du TU Eindhoven et dont la spécialité, c'est toute l'innovation en architecture. C'est même ce qu'elle enseigne à Eindhoven. Et elle est dans notre équipe pour faire notre veille technologique, tout simplement. Une artiste, Ingrid Maria Meyer de Rotterdam, qui elle est dans l'équipe pour nous renseigner sur les nouvelles pratiques urbaines, la façon contemporaine qu'ont les urbains d'habiter la ville. Et enfin, encore un ingénieur architecte en Allemagne, parce qu'en fait, notre projet ne se destine pas seulement qu'à Paris, mais on travaille sur plusieurs villes en même temps. Alors le concept de base, il n'est pas neuf. C'est de la construction modulable, hein, voilà, on travaille sur des boîtes en bois, donc ça c'est pas une innovation. Ce qui est déjà un petit peu plus, c'est la façon de faire les murs en bois, murs végétal, murs vitrés. Et puis on a des modules un petit peu plus techniques ou plus innovants, un module énergie renouvelable, éolien ou solaire, suivant les cas de figure, des modules de circulation verticale. Je pense que vous avez compris où je veux en venir. Un module un petit peu plus innovant encore, qui est un potager qui permet de collecter les eaux pluviales des toitures environnantes et de les filtrer au travers de la sphaigne pour les retenir dans une cuve. Ensuite, on a un stérilisateur UV, filtre à sable, filtre à charbon, et on ressort une eau de qualité potable à partir de l'eau de pluie. Donc on peut la boire, vraiment, hein, avec un agrément. Alors, ces cubes, ben, ça nous permet de composer des petits bâtiments qui sont à vocation prioritaire dans la ville. Et notamment, pourquoi pas, des micro-crèches. 30 mètres carrés au sol, 60 mètres carrés de surface utile, puisque maintenant on ne parle plus en surface hors d'œuvre brute, mais en surface utile. La réglementation a changé depuis mars 2012. Alors, par extrapolation, ben, on peut composer des bâtiments assez hauts dans la verticalité, 60 mètres carrés au sol, 360 mètres carrés utiles. C'est ça qui est assez intéressant. Et encore par extrapolation, 480 mètres carrés au sol, 2400 mètres carrés de plancher. On a été sélectionné à l'appel à projet de la ville de Paris, végétalisation innovante. Et cet appel à projet, on est une trentaine d'équipes, eh bien, on va proposer tous, d'ici 3 ans, des projets concrets dans Paris. Et un de nos premières études de cas, je ne sais pas si vous avez reconnu l'endroit, pourtant il est célèbre. On est à 2 pas de Beaubourg, on est au pied de la fontaine avec les sculptures de Niki Saint-Phal, place Igor Stravinsky, l'IRCAM est là et la rue du Cloître Saint-Méry est ici. Et voilà ce qu'on propose. On propose d'absorber le bruit urbain, première des pollutions en ville. On propose d'offrir une surface anti-graffiti sur un mur qui est tagué et graffé.
On propose de favoriser la biodiversité en ville et on propose surtout de valoriser tous les délaissés de l'urbain. C'est un véritable gisement de mètres carrés qui sont sur ces murs pignons aveugles, au bord des infrastructures routières, des voiries, des chemins de fer et à des buts prioritaires en ville, donc développement durable, performance, économie sociale. Là, ce sont des crèches, des locaux associatifs, des locaux pour la collectivité, des logements sociaux, des pépinières d'entreprise qui vont place dans des immeubles, parce qu'ici, vous êtes devant un immeuble qui fera 1000 mètres carrés de plancher. Il est ici. Et il est complètement camouflé à son espace végétal vertical. Il participe à l'amélioration du bilan de la maîtrise des ambiances au niveau de l'échelle urbaine, et notamment en absorbant les bruits aériens, mais les 2 murs d'eau qui sont ici ont pour vocation de faire des bruits parasites pour recouvrir le bruit de la ville. Et par parenthèse, s'il y a des architectes ou des ingénieurs, je résous en même temps mon C+D ici. Donc le C+D, c'est parce que comme j'ai un mur végétal et qu'on part du principe que l'eau peut être coupée, que se passe-t-il si on met le feu à la... On prend toujours le cas le plus défavorable. Si on met le feu à la paroi végétale, et il faut interdire que le feu rentre dans le bâtiment. Et donc le C+D, c'est d'avoir des fenêtres qui sont suffisamment comme ça, un encorbellement par rapport à la façade végétale pour éviter un retour de flamme ou de fumée à l'intérieur du bâtiment. Et en plus, il y a un mur d'eau sur les vitres, ce qui fait que ma vitre, elle est en permanence derrière le feu, dans ce cas de figure. Et donc là, on vient camoufler dans un endroit où il n'y avait pas 1 mètre carré, et bien 1000 mètres carrés de surface de plancher. On a fait la semaine dernière la réunion avec les comités d'habitants de quartier, et bien évidemment les projets foisonnent. Qui une micro-crèche, qui une association de quartier, qui des locaux pour la collectivité. On n'aura pas assez de 1000 mètres carrés pour trouver une place à tout le monde. Donc c'est à suivre tout ça. Et j'en ai terminé et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je suis à votre disposition pour un moment d'échange et de... Merci beaucoup. Pour un moment d'échange et de dialogue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Oui, bonsoir. J'ai 2 questions. La première, c'est sur la sphaigne. Oui. Elle ne pousse pas qu'au Chili. Alors non, on en trouve partout sur la planète. On en trouve en France notamment. Hein, mais c'est ce qui fait la tourbe. Ah, exactement, absolument. C'est la partie. J'ai une axonométrie que j'ai pas mise dans le diaporama, mais qu'on va retrouver dans le livre, mais qui montre que la sphaigne, c'est la partie supérieure de la tourbière, si vous voulez. Hein. Et donc, on parle de travail de cueillette, hein, parce qu'il ne s'agit pas d'enlever toute la sphaigne, sinon vous détruisez le biotope. Donc, on fait de la cueillette, on passe tous les 4 ans, et comme elle est renouvelable en 3 ans, eh bien, on est assuré de retrouver le gisement sans l'appauvrir. Et en France notamment, elle est protégée par un moratoire parce qu'on veut protéger les tourbières, parce que ce qu'on allait chercher, c'est pas non pas la sphaigne, mais la tourbe blonde et la tourbe brune qui se trouvent dessous, et on détruisait complètement le biotope. Donc en Europe, c'est interdit de récolter la tourbe et par extension la sphaigne, et donc on va la chercher en Amérique du Sud, par exemple. D'accord, merci. Et l'autre question, c'est l'épaisseur entre le parement du mur en béton, par exemple. Il y a un bel exemple, route d'Alès, je ne sais pas si vous connaissez, et la végétation, quoi. C'est à peu près 5 à 10 cm d'épaisseur. Ça va dépendre de la nature du mur. Si vous êtes sur un voile en béton banché qui va être absolument plan et lisse, là on va travailler très bien, donc on va être sur 5 cm d'épaisseur. Et puis si vous êtes sur un mur de moellon de pierre parisienne, comme on a vu sur les Champs-Élysées, donc complètement irrégulier, bien les coulisses en aluminium vont avoir pour but de récupérer une certaine planéité du support. Et là on va être sur une épaisseur variable entre 5 et 10 cm, mais pas plus, parce qu'il faut que cet effet de convection naturelle et de ventilation marche. Voilà. D'accord. Ça me fait penser à une troisième question. Montpezat sous boson, oui. Ça me rappelle mon métier, qui était l'hydroélectricité. C'est bien là où il y a une centrale hydroélectrique. Et c'est toute la richesse de la commune. Oui. Merci. Merci beaucoup. Hein. Vous n'avez pas évoqué bonsoir. Vous n'avez pas évoqué les coûts d'exploitation ou l'entretien de toutes ces surfaces. Alors sur un mur végétal, c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué parce que c'est très difficile de sortir un ratio au mètre carré parce que, vous l'avez vu, on va très très vite. Hein, en 2 heures, un mur de 220 mètres carrés est entretenu. Et donc, c'est pratiquement le même coût, j'ai envie de dire, si on se mettait au mètre carré, entre 220 mètres carrés, et si vous avez que 10 mètres carrés chez vous, c'est la même équipe qui va se déplacer dans le même camion et qui va être immobilisée à peu près le même nombre d'heures. Donc, c'est très difficile de faire, pour l'entretien, un ratio prix mètre carré.
Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est toujours en dessous de 10% dans le cas le plus défavorable. On perd complètement le mur. On a coupé l'eau par accident et tous les végétaux ont disparu. Cette replantation massive et intégrale du mur va valoir moins de 10%. Pourquoi? Parce que les maîtres d'ouvrage institutionnels qu'on a pu voir, hein, comme la SNCF ou même Auchan, provisionnent tous les ans 10% de la valeur du bâtiment. Parce qu'au bout de 10 ans, ils arrivent à la valeur de la décennale et le bâtiment est ainsi amorti. Et donc, quand vous êtes sur un produit de construction, vous devez savoir que dans le cas le plus défavorable, la réparation ne peut pas coûter plus de 10%. Sinon, vous êtes éliminé de la consultation, en fait. Voilà. Mais c'est comme un jardin chez soi, c'est du désherbage. Alors c'est plus compliqué parce que c'est vertical, mais... Bonsoir. Bonsoir. Le prix au mètre carré à la pose, on est sur combien grosso modo? Alors il y a maintenant, quand moi j'ai démarré en 2003, il n'y avait pas vraiment d'offres dans les murs végétaux. Et Greenwall, qui a été créé à Alès, a été la première société immatriculée ayant pour objet social la végétalisation de l'architecture et des bâtiments. Aujourd'hui, avec les étudiants de l'école des mines d'Alès l'an dernier, on a recensé 19 sociétés qui ont pignon sur rue et qui contrefont le brevet que j'ai déposé. Et je ne vous parle pas de la nuée de gens, à peu près une centaine de sociétés, qui font des murs végétaux modulables en sphaigne alors que c'est breveté. Moi, je dis c'est la rançon du succès. Il ne faut pas non plus se leurrer et vouloir réglementer un marché. C'est même plutôt une bonne chose. Et ce livre, je l'ai écrit aussi dans le double objectif de vraiment donner la bonne information, y compris aux contrefacteurs, pour que les copies ne soient pas dégradées par rapport à l'original, parce que c'est souvent le problème. Alors, aujourd'hui, il y a à peu près 5 à 6 techniques de faire un mur végétal sur le marché, en Europe. Ça part du feutre intissé, ça c'est le système du musée du Quai Branly, et ça va jusqu'au mur modulable en sphaigne ou avec de la fibre de coco. Un bon mur végétal, pour répondre à votre question, doit être, à tout compris, hein, le chantier divisé par le nombre de mètres carrés, ça doit se situer autour de 500 € du mètre carré à peu près. 500, 600 € le mètre carré. Vous avez des gens qui sont un petit peu en dessous. Il faut faire attention, le meilleur 10 ans n'est pas le moins 10 ans. Le meilleur 10 ans, c'est celui qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, le meilleur rapport qualité-prix se trouve autour de 500, 600 €. Et puis après, pour les signatures les plus prestigieuses, ça peut monter allègrement jusqu'à plus de 2000 €. Je crois que ça a été le cas au niveau du musée du Quai Branly, notamment. Je vous remercie. Avec plaisir. Mais j'en profite, 500 € du mètre carré, c'est compatible avec des logements sociaux. Vous avez vu dans le diaporama un bâtiment qui est avec des fenêtres vertes et des encadrés. C'est une résidence, un foyer pour jeunes travailleurs. C'est un bâtiment social qui est à Neuville-sur-Oise. Et cette réalisation montre que malgré les 500 € par mètre carré, c'est compatible avec le social. Pourquoi? Parce que c'est aux architectes de faire l'analyse de la valeur et de placer le bon endroit, le bon matériau au bon endroit. Donc on peut se payer un matériau à 500 € et puis à côté on va avoir un voile en béton banché où on va gagner de l'argent par exemple. Une autre question. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma question c'était surtout la préoccupation de la quantité d'eau utilisée. Par exemple dans le supermarché à Milan, quelle est la quantité d'eau utilisée pour pouvoir végétaliser un mur comme ça? Alors je vais vous répondre en vous donnant le cas le plus défavorable, c'est-à-dire le plus consommateur d'eau. C'est pas le mur qui est à Milan, celui qui consomme le plus, c'est celui qui est à Marseille sur le Vieux-Port. Il est en hauteur, il est exposé sud-sud-ouest et il est exposé au vent. Et celui-là, au compteur volumétrique, hein, donc on mesure la consommation d'eau, on a un compteur volumétrique et on divise par le nombre de mètres carrés, il est à 200 litres par mètre carré par an. Et pour vous donner une idée, un jardin classique horizontal, sa consommation, ce sera à peu près 1000 litres par mètre carré par an. Donc dans le cas le plus défavorable, on a un bilan hydrique, le ratio entre consommation d'eau et mètre carré végétalisé, qui est 5 fois supérieur à celui d'un jardin classique. Et donc c'est tout l'intérêt d'une végétalisation urbaine verticale, c'est de mettre du vert en ville en consommant beaucoup moins d'eau que si on l'avait mis par terre finalement, ce végétal-là. Oui, est-ce que vous pouvez nous parler de l'amendement nécessaire? Oui, alors en fait, c'est une sculpture hors sol. Donc la sphaigne qui sert de support, de substrat, de support à l'appareil racinaire, n'apporte rien par définition. C'est un substrat qui est inerte, si vous voulez, qui n'est pas inerte, mais qui est inerte puisque la plante est morte, mais qui ne va pas nourrir la plante, si vous voulez. Hein. C'est apporté par une pompe doseuse. Et donc c'est essentiellement des algues, un cocktail d'algues, et ensuite des chélates de fer.
3 chélates de fer différents pour avoir un spectre très large, être sûr de toucher toutes les plantes de la composition. Et c'est pour lutter contre la chlorose, c'est-à-dire le jaunissement des feuilles, si vous voulez. Et c'est avec ça qu'on va lutter contre la chlorose. Et puis après, c'est à la carte. C'est à la carte par rapport aux problèmes qu'on va trouver sur le mur végétal. Alors, comme on travaille avec le CIRAD, on va toujours trouver des moyens, entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais entre guillemets bio ou en tout cas naturel pour régler les problèmes. Bon, par exemple, à Toulouse, on a une attaque par des ravageurs de culture. Eh bien, on a trouvé le prédateur et on a installé ce prédateur dans le mur et on a réglé le problème de cette manière-là. Donc, on va toujours essayer de chercher des solutions de ce type-là pour régler les problèmes qui peuvent survenir dans la culture d'un mur végétal. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez beaucoup parlé du châtaignier et de son comportement dans l'immersion là dans l'huile de lin. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres? Est-ce que c'est une caractéristique propre au châtaignier ou est-ce qu'on peut utiliser cette technique avec d'autres bois? Je pense au robinier ou à d'autres bois. Oui. Alors nous, on a essayé le châtaignier avec succès, le Douglas avec succès. On est en train d'essayer le pin maritime et le pin laricio parce que c'est une essence qui nous intéresse effectivement, qui est très intéressante à valoriser ici dans notre pays, tout simplement. Et là, ça marche pas avec le pain laricio, le pain Douglas. On n'arrive pas. L'imprégnation se fait mal et on n'y arrive pas. L'acacia, on l'a pas encore essayé. Il faut qu'on l'essaye. Ceci dit, on part d'un bois qui est totalement imputrescible avec l'acacia. Et donc, on se pose la question de l'utilité de le traiter. Mais on est encore en expérimentation. Et effectivement, on jette dans la friteuse tout un tas d'essences de bois pour voir un petit peu le comportement et comment ça marche. Mais ce qui marche bien pour l'instant, c'est le châtaignier et le Douglas. Moi, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant également, c'est cette démarche qui consiste à réutiliser le bois pour créer du mobilier. Enfin, oui. Vraiment, c'est... On ne jette rien. Voilà. Et sur le chantier de la Salamandre, on a récupéré tout ce qui restait comme chute, notamment les 11 arbres qui sont ces structures arborescentes qui portent la terrasse. Eh bien, on a gardé toutes les chutes des charpentiers. On en a fait des sièges parce qu'on a fait un coin fumeur dans un coin un petit peu éloigné des gens. Bon, on en a fait des tabourets. Et même ça, on ne l'a pas jeté. Je l'ai récupéré. Je me souviens, c'était dans la benne des maçons qui partaient avec. Je leur ai dit non, laissez-le là. On va le garder parce que ça peut faire un très beau tabouret. Et finalement, on a fait des tabourets avec. Et c'est cette philosophie à laquelle les clients souscrivent très bien parce que là, il était question d'aller acheter chez un magasin de meubles qu'on connaît tous, du mobilier standard, pas cher, très solide, mais qui aurait été en PVC et en aluminium. Donc là, vraiment, j'étais contre. Et je me suis battu en trouvant les artisans qui allaient avec pour être compétitif en plus. Parce que le problème, c'est que quand vous achetez une chaise qui est fabriquée sur 1 million d'exemplaires et que vous n'en avez que 100 à faire, c'est pas facile de convaincre le client en disant là vous dépensez 19 € prix d'appel, vous allez maintenant en dépenser 40, mais avec ces 40 €, vous entretenez les forêts de châtaigniers, vous faites vivre des artisans, là en plus c'est des jeunes artisans qui sont installés à Saint-Étienne-Vallée française. Donc ça leur fait une première commande, ça leur met le pied à l'étrier, ça leur fait une réalisation, et puis on est sur ce qui est l'habiter sain. Parce qu'effectivement, bon là on parle de l'école actuellement beaucoup au niveau du mobilier, parce que c'est vrai que la tentation est grande d'ouvrir un catalogue et de prendre là-dedans quelques références. Mais bon, on va pas mettre du stratifié sur les bureaux, alors qu'on a fait en sorte que tout dans le bâtiment, y compris l'isolant, soit sain et soit au maximum de ce qu'on puisse faire. Félicitations en tout cas pour ce travail, Merci pour beaucoup. Cette démarche et toute cette innovation, c'est vraiment formidable. Merci encore. Alors, Merci.